Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir les copains, c'est excellent. Bienvenue dans votre émission du dimanche soir sur les ondes de Sud Radio. Vous pouvez retrouver ici chaque dimanche ceux qui prennent le risque de chemins parfois ardus à la recherche du meilleur d'eux-mêmes. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous un vrai champion et d'un style tout à fait particulier, mi-homme, mi-poisson. Cet apnéiste convaincu a battu 4 records du monde d'apnée. C'est un homme qui a su se réinventer aussi et qui nous raconte tout cela dans son livre tout juste sorti chez Artaud, Nature aquatique. J'ai le grand plaisir de recevoir pour vous l'inénarrable Guillaume Néry, celui qui contemple les fonds marins pour nous les dire comme personne d'autre. Et puisque l'on parle du rapport au corps et du dépassement de soi aussi, on va parler musique en seconde partie d'émission. Et Guillaume Néry sera rejoint par un musicien, un compositeur, un spécialiste du sound design et de nos voix, puisqu'il aime à faire chanter professionnels et amateurs dans ses chorales. C'est Jean-Marie Laud qui vient nous confier ce que c'est par exemple que le son fractal. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Et aussi son tout dernier projet mis en route, TV on Air. C'est excellent, bienvenue chez vous. Bonsoir Guillaume Néry et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Guillaume Néry, forcément, j'ai eu envie de mettre en fond cette excellente musique du Grand Bleu que l'on connaît tous, de Éric Serra. D'autant plus que vous citez ce film de Luc Besson plusieurs fois au sein de votre livre Nature aquatique qui est sorti chez Artaud. Alors évidemment, c'est un film, c'est à peu près la seule chose qu'on sait sur l'apnée en général quand on n'y connaît rien comme moi. Donc c'est un film qui a initié pas mal de gens, mais qui correspond pas tout à fait à ce que vous faites non plus. Alors non, le Grand Bleu c'est un incontournable. Dans notre petite communauté, on peut dire qu'on lui doit tout, parce que sans le Grand Bleu, on parlerait d'apnée, on l'associerait que à l'apnée du sommeil éventuellement, et là on a une image. Sauf que le Grand Bleu, c'était il y a 34 ans maintenant, et que il a donné naissance à un mouvement, à tout un tas de passionnés qui ont commencé à organiser cette activité, qu'elle s'est développée, qu'aujourd'hui c'est une activité organisée comme un véritable sport. Et c'est grâce au film. Oui, le point de départ, ça a été le film. Et par contre, plus de 30 ans après, ce que l'apnée est devenue est vraiment très très loin de l'image que l'on peut en voir dans le film Le Grand Bleu. Et donc c'est vrai que j'essaie de porter aussi ce message pour les gens qui se disent « Oh, ça a l'air sympa », mais en même temps, dans Le Grand Bleu, ils sont complètement allumés, c'est des fous furieux, et qui penseraient que on est pareil. Or, c'est une activité pas du tout... on est vraiment dans une recherche, déjà, de pratiquer ensemble, une recherche de partager un moment, c'est une tribu. C'est ce que vous dites. Voilà, on prend beaucoup de plaisir, on aime notre vie sur Terre. Voilà, dans le film, il est très solitaire, effectivement. Dans le film, il est solitaire. Les deux ont des parcours funestes, et ça se termine mal pour les deux. Nous, on est très attachés à notre vie sur Terre. On est une pratique hédoniste, c'est-à-dire qu'on aime être dans l'eau, mais on aime être sur Terre aussi. Et vous aimez être ensemble aussi. Et on aime être ensemble. C'est-à-dire que vous n'auriez pas fait tous ces records si vous n'aviez pas eu votre équipe derrière, Guillaume Néry. C'est le seul moment où on est seul finalement, c'est quand on plonge. Donc il y a 3 minutes 30 où je descends à plus de 100 mètres, je remonte, je suis seul et encore toute l'équipe est là autour de moi, mais sinon c'est une pratique que l'on fait vraiment ensemble où l'entraide et la coopération prédominent. Alors il y a une autre chose qui m'a marqué dans votre livre, que je rappelle pour les auditeurs, Nature aquatique, qui est sorti chez Artaud, c'est que ça provoque chez vous une humilité totale, la mer en fait, d'autant plus que c'est une humilité presque forcée, parce que vous avez eu un accident, vous avez tutoyé la mort en 2015 en plongeant par erreur des juges à 139 mètres au lieu de 129, accident qui vous a d'ailleurs fait arrêter la compétition et aborder totalement autrement en fait cette descente dans le Grand Bleu, justement. Oui, ça a été un tournant, un moment de bascule où j'ai eu besoin de vraiment prendre du recul par rapport à cette approche qui n'était orientée que sur la performance et qui finalement m'a un peu enlevé des œillères et m'a fait voir au-delà de juste cette verticalité et m'a fait profondément découvrir, aimer toute cette vie sous-marine, toute la diversité de ce que l'on peut trouver sous la mer, et j'ai élargi la nature de mon rapport à l'eau, de mon rapport à la mer. Depuis, je suis retourné un peu dans les profondeurs en faisant quelques compétitions beaucoup plus tranquille, on va dire. Beaucoup plus tranquille, pas du tout dans l'obsession du chiffre et du résultat. Et c'est un peu ce cheminement que j'essaie de partager dans le livre. Et effectivement, je parle de cette humilité parce que dans ce moment de prise de recul, j'ai regardé en arrière pour essayer de comprendre
qu'est-ce que j'allais chercher, qu'est-ce que je peux ramener de ces profondeurs comme enseignements qui peuvent être les plus universels possibles pour que ça parle à tout le monde. Et je pense que j'ai beaucoup appris dans la relation avec la nature, où les profondeurs m'obligent à être dans l'acceptation, à vraiment avoir un regard d'humilité, parce que je suis vulnérable quand je suis en bas. Et le seul moyen pour moi d'arriver au fond, c'est d'accepter finalement ma petitesse et d'accepter la toute-puissance de l'élément. Or, l'humanité s'est un peu construite depuis des décennies et des siècles sur cette... Pour maîtriser la nature voilà, en général. cette idée qu'on peut dominer, que l'on peut asservir la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que c'est un mauvais chemin. Et donc la compétition, arrêter la compétition, ça vous a permis de recommencer à observer, ou vous commenciez déjà à observer avant? C'est-à-dire l'apnée, pourquoi est-ce que ça vous a intéressé de descendre dans les profondeurs? Par esprit de compétition ou par volonté quand même d'être dans l'élément liquide et d'observer cet élément? Le vrai point de départ, c'était le défi. Voilà, il y avait vraiment cette idée d'aller dans une quête de l'inconnu, essayer de jouer avec les limites humaines. Il y a quelque chose de fascinant qui va au-delà du sport, dans cette idée d'aller très profond, être le premier à aller quelque part, défricher un nouveau terrain. Et donc... évidemment, la mer restait mon terrain d'exercice, et donc j'ouvrais les yeux, je regardais, mais ce qui prédominait, c'était toujours d'être au service de l'entraînement pour aller profond. Et à un moment donné, tout doucement, ça ne s'est pas fait qu'au moment de l'accident. C'est un processus qui était en route, mais disons que... c'est un aboutissement, quoi. Voilà, au moment de l'accident, derrière, j'ai vraiment eu envie de totalement m'ouvrir sur cet élément liquide, et c'est c'est le premier jour du reste du reste de ma vie où je redéfinis un peu mon lien à la nature et je l'approfondis. Et aujourd'hui, je chemine avec cet amour de la profondeur, mais cet amour de la mer plus universel. Alors on va rentrer un petit peu dans la technique aussi, pour les auditeurs, parce qu'avec vous, Guillaume Néry, j'ai donc découvert comme vous à ce moment-là qu'on peut mourir en plongeant, en fait, donc ça c'est quand même important. Et alors notamment avec la technique No Limit, qui est celle que l'on découvre dans le Grand Bleu. Pour les auditeurs de Sud Radio, racontez un petit peu votre technique à vous. Alors j'ai compris que c'était une plongée en poids constant, dont vous dites qu'à partir de 30 mètres, la chute n'est qu'un long abandon. Donc c'est quand même une compétition où il faut lâcher prise complètement, c'est assez rare. Oui, alors... très rapidement, quand on parle d'apnée, dès que je dis moi je fais de l'apnée, la première question qu'on me pose, c'est combien tu tiens? Là, juste avant qu'on commence l'émission, je voulais poser en antenne. D'ailleurs, je voulais pas poser à l'antenne, vous voyez. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apnée statique, où on mesure le temps. Donc ça se fait en piscine, ça peut même se faire à l'air libre, un peu s'amuser. C'est comme ça que j'ai commencé moi. Donc ça, c'est la mesure du temps. Ensuite, il y a la mesure de la profondeur. Et donc il y a le No Limit, c'est ce qu'on voit dans le Grand Bleu. On descend aidé avec ce qu'on appelle une gueuse, c'est une espèce de machine comme un ascenseur, donc qui permet d'aller le plus profond possible. On remonte avec un ballon gonflé d'air qui permet de pas faire d'effort. Donc tout ça, c'est en apnée. On ne respire pas d'air sous l'eau, évidemment. Et moi, je fais une pratique donc sous ce nom barbare de poids constant. C'est juste de dire que je descends avec des palmes en nageant et je remonte en nageant. Donc il y a pas le fil comme dans le fil est là, mais c'est un guide. C'est un guide en fait. Je suis ce guide pour ne pas plonger au milieu de rien, et pour savoir où je vais, et surtout pour rester en lien avec la surface, parce que je suis comme en escalade accroché à ce câble au cas où un problème arriverait. Alors pardon, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est vous parlez aussi de la peur, cette peur en héritage que vous définissez comme votre nature profonde. Est-ce que cette peur finalement c'est votre moteur pour descendre aussi dans les abysses, comme le trac par exemple peut pousser un artiste à la scène? Cette peur, en fait, la plongée en apnée m'a permis de trouver une activité, un domaine dans lequel j'avais une certaine maîtrise et dans lequel je pouvais me confronter à cette peur. Effectivement, je suis d'une nature assez peureuse, mais avec une confiance en mes capacités. Et donc là où je suis plus fébrile, c'est quand je m'aventure dans quelque chose avec une peur, avec un sentiment de ne pas maîtriser ce que je fais. Donc à ce moment-là, je me connais, je préfère ne pas le faire. Et là, ce qui était intéressant, c'était d'apprivoiser cette peur, de la maintenir, de la contenir, pour qu'elle devienne une énergie. Et pour qu'elle devienne une énergie, en tout cas surtout pour accepter de la regarder et ne pas me faire croire, sous prétexte que je plonge très profond, que non, la peur ne fait pas partie. La peur fait partie de moi, je pense qu'elle fait partie de beaucoup de gens. Il faut juste lui laisser une certaine place et qu'elle ne vienne pas... ça s'embrasse en fait, c'est ça que vous dites. Pour moi, oui, il faut... en tout cas, il ne faut pas se mentir. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et alors, vous dites que c'est la quête de la perfection, justement, plus que votre quête de la maîtrise, justement, qui vous a sauvé lors de ce fameux accident. Pourquoi vous dites ça ?
Non, c'est la quête de la perfection. Alors, la quête de la maîtrise, ça a toujours été un leitmotiv pour moi. C'est-à-dire, quand je bats un record, j'essaye pas d'aller chercher et grappiller au-delà de mes limites, le petit mètre en plus qui fait que, avec une prise de risque inconsidérée. Ce que je veux, moi, c'est aller à un endroit et sentir que je le maîtrise. Mais pour ça, il faut, dans la préparation, être dans une espèce de recherche de perfection. De perfection du mouvement, de perfection... Dans l'excellence. Dans une forme d'excellence. Voilà, et je pense que tout ça s'est hérité aussi de ma mère. Je pense que c'est le meilleur moyen finalement de s'affranchir juste de l'idée de l'objectif à atteindre. Et d'être un peu au-dessus de ça. De rentrer dans le geste aussi peut-être, hein, dans la qualité du geste. La recherche du geste, la recherche de la maîtrise de ce geste. Et en plus, ça permet de... Et de la beauté aussi, en fait. La beauté, disons tout ce qui est au-delà de juste le chiffre, permet finalement de mieux réussir ce chiffre. Voilà, c'est ça. Si on est concentré que sur le chiffre et qu'on c'est est comme obsédé... être en groupe, en fait. Hein. On réussit mieux quand on est en groupe que quand on est tout seul, ce que vous disiez au départ. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si on ne prend pas la totalité des éléments qui englobent cet acte, finalement, ça ne fonctionne pas. Exactement. Alors Guillaume Néry, justement au sujet du dépassement de soi, est-ce que pour vous c'est une philosophie sportive qui s'applique à la vie en général du coup ? Oui, l'idée du challenge, l'idée de sortir de sa zone de confort, l'idée de se réinventer en permanence, c'est un gros moteur pour moi. Est-ce que vous pensez que c'est important en fait que tout le monde devrait penser un peu comme ça justement ? Alors moi, je ne suis pas là pour être un donneur de leçons, je suis là en tout cas pour encourager. Transmettre. Encourager, transmettre. Ce livre fait partie de cette logique-là. Ce qui est de dire que on a des habitudes, on s'installe dans une forme de routine, dans une forme de dynamique qui se répète. Et je trouve que même dans les plus petites actions, c'est assez intéressant d'oser faire un petit pas de côté et de regarder légèrement décalé, et puis d'essayer. Et en fait, c'est un premier pas. C'est un premier pas dans une forme de prise de risque très maîtrisée, très mesurée, mais qui nous permet à nous, finalement, de se découvrir, de se surpasser. Et je trouve que ça colore. Et d'être libre aussi, peut-être, finalement. Évidemment, quand on est enfermé dans un mode de fonctionnement, c'est une forme de prison. Et accepter finalement que tout est possible, tout s'essaye. Je suis pas en train de faire passer ce message, moi je déteste cette idée de dire oui, si tu essayes et que tu y crois vraiment, tu vas y arriver. Non, on peut ne pas y arriver. Mais en tout cas, le seul moyen, c'est d'y aller, d'essayer, de savoir que il y a un chemin, on l'emprunte, on voit, c'est une forme d'aventure, c'est une forme de découverte, d'exploration. Et je crois que ça, c'est une philosophie qui dirige complètement ma vie. Bravo, c'est excellent Guillaume Néry. C'est le champion du monde d'apnée Guillaume Néry et son livre Nature aquatique sorti chez Artaud qui est sur Sud Radio et qui sera rejoint en seconde partie d'émission par le musicien, compositeur et chef de chœur, l'excellent Jean-Marie Lot. À tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h et c'est votre émission, celle qui raconte les chemins de ceux qui font tous les jours le pari de l'excellence, quel que soit leur secteur d'expression. Je suis ce soir en compagnie de l'incroyable champion d'apnée Guillaume Néry, qui sera rejoint très bientôt par l'enchanteur musicien Jean-Marie Lot. Mais tout de suite, on continue avec Guillaume Néry. Alors Guillaume Néry, vous êtes originaire de Nice, vous avez donc grandi à quelques pas de l'océan et pourtant ce n'est qu'à 14 ans que vous débutez l'apnée. Alors on l'a dit tout à l'heure, c'était par volonté de... Vous faisiez un défi avec des amis, c'est ça? C'est comme ça que vous avez commencé? Avec un copain. Par hasard. Par hasard, ouais. Et alors, c'est comme une révélation, justement, ce jour-là. Votre nature est aquatique, en fait. Et il va falloir continuer ça sous l'eau. Alors, la nature aquatique, je la découvre pas dans un premier temps. Elle est vraiment pas évidente même, puisque malgré le fait d'avoir grandi au bord de la Méditerranée, j'étais plus dans la campagne ou dans la montagne que dans la mer, même si comme tout enfant qui grandit à Nice, l'été, on va à la mer. Non, ce qui m'a d'abord fasciné, c'était ce rendez-vous avec mon corps. Arrêter de respirer, c'est à un moment donné s'obliger à être écouter ce qui se passe à l'intérieur. Comprendre chacune des réactions, on arrête de respirer et puis tiens, je n'ai pas envie de respirer. J'ai un temps pendant lequel je suis bien. J'entends mon cœur battre. C'est ça que ça vous fait comme effet quand vous arrêtez de respirer, vous vous sentez bien? On se sent bien, évidemment. Ouais. Vous imaginez si pendant 7-8 minutes je vivais un cauchemar, j'aurais arrêté très vite. Est-ce que vous pourriez la décrire, cette sensation? Alors oui, c'est une sensation où, avant d'arrêter de respirer, déjà on respire profondément, calmement. Donc c'est un moment où on converge vers l'intérieur, on se détend, on relâche les tensions musculaires,
psychologique, physique. Et puis, on se met dans un état où, en arrêtant de respirer, finalement, on supprime ce besoin pendant un temps. Et donc, c'est un moment un peu suspendu où finalement, on est là, pleinement là. Alors, c'est encore plus fort quand on est dans l'eau, parce que du coup, on se coupe de tous les sens et la manière dont on ressent les sens habituellement. Il y a cette caresse de l'eau sur la peau, sur le visage, et c'est un moment extrêmement agréable. On est porté par l'élément, on n'est plus soumis à cette gravité. Et donc, pourquoi c'est change... différent que quand on a un masque et un tuba, par exemple? Ah non, mais c'est pareil. C'est pareil, en fait. oui. Avec un masque et un tuba, disons que le tuba, on est à la surface, on respire. On respire, mais à un moment donné, c'est le fait de rester en dessous aussi. C'est de passer juste dessous. Voilà, effectivement, arrêter de respirer. Alors ça, c'est assez intéressant parce que j'ai fait des études avec grands neurologues qui ont étudié le fonctionnement du cerveau en apnée. On se rend vraiment compte que quand on suspend son souffle, il y a un changement profond de l'activité au niveau du cerveau. Et on rentre dans une forme d'état de méditation. Donc le contrôle de la respiration et donc arrêter de respirer, c'est à un moment donné apaiser son mental qui, on peut le dire, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, est ultra sollicité. Donc ça a un impact psychique, thérapeutique absolument qui est très puissant. Et encore une fois, je le répète, et c'est un peu le propos de mon livre, effectivement, je commence par parler de la performance, mais à la fin, je raconte les sensations qu'on a lors d'un simple bain de mer. Oui. Et c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut ressentir... Tout le monde ne peut pas arrêter de respirer aussi longtemps que vous. Hein. Pas forcément aussi longtemps, mais tout le monde peut ressentir... alors ça, je vous garantis que tout le monde peut tenir au moins 2 minutes sans respirer. Ah ouais? Oui, Moi, j'ai jamais fait 2 minutes. Hein, mais parce que je me suis pas occupé de... Voilà, je vous ai pas donné les bons conseils. Ok, bon, bah, vous allez m'entraîner alors. Et alors, c'est une passion, l'apnée, hein, chez vous. C'est une passion que j'imagine vous avez envie de transmettre et que vous transmettez aussi. Est-ce que transmettre, ça permet d'inclure aussi les gens? C'est-à-dire, on sait les problèmes que la société rencontre en ce moment, les jeunes défavorisés, etc. Est-ce que vous pensez que, d'ailleurs, toute pratique sportive en général, cette transmission d'une volonté, d'un engagement comme vous le faites, ça permet peut-être de revoir la vie différemment et ça peut être aussi un nouveau chemin pour ces jeunes, justement? Alors, la transmission, évidemment, c'est... je pense que quand on a eu un parcours comme ça de champion, très égoïste finalement, où on fait notre performance, à un moment donné, on a envie de redonner et de faire adhérer à cette passion-là. J'essaie de le faire de toutes les manières possibles. J'ai fait pendant pas mal d'années des films aussi, des courts-métrages qui sont visibles gratuitement sur Internet. Oui. Je les trouve en tapant sur Google. Voilà, sur YouTube, on les trouve. Et écrire un livre, c'est un peu la même chose. C'est essayer d'utiliser les mots pour transmettre. Et je crois fortement... C'est pour ça que vous l'avez fait, ce livre. Ce livre, c'est la volonté de pouvoir transmettre, mais pas dans l'image cette fois-ci. J'aime les mots, j'aime écrire. Et finalement, dans un monde... Descartes, Pascal, etc. Bah, tout à fait, c'est des auteurs que vous... Spinoza, c'est des auteurs qui importent pour vous? Je suis un grand amateur de livres, de littérature. Et je trouve que dans un monde où il y a une profusion d'images, retourner à ces fondamentaux que sont les lettres et les mots, ça permet de s'imprégner dans le temps long. Puis un livre, c'est une éternalité aussi, ça reste. Un livre, ça reste, tout à fait. Et donc, pour revenir à l'idée de la transmission, je pense effectivement que à un moment donné, faire passer... et moi, dans mon cas, je pense qu'on peut transmettre toutes les activités physiques. Ça aura un impact positif. Ça crée on trouve un peu son identité. On trouve quelque chose dans lequel on arrive à s'exprimer. Mais ce que je trouve la force de l'apnée et d'autres activités en plein air, c'est ce contact avec l'élément, avec la nature. Un contact charnel, un contact intime. Et qui finalement qui crée des liens rompus aussi un petit peu, qui nous remet dans notre propre nature. Je veux dire, l'être humain à la base, il fait partie de la nature, est urbain et depuis quelques centaines, milliers d'années, mais avant on avait une nature profondément sauvage et on vivait totalement en harmonie avec la nature. Et donc finalement se remettre dans l'eau, et quand on se met à l'eau, on est presque à nu, c'est retrouver une forme de nature, nature aquatique. Il y a un retour à l'élément eau, il y a un retour aussi au giron en fait. On est comme dans un giron, le giron de la mer. Quand on est dans le ventre, on est dans l'eau. Tout à fait. Donc il doit y avoir un rapport rassurant aussi à ce niveau-là. La Terre, c'est la planète bleue. La Terre est recouverte à 70% d'eau. Notre corps aussi, 70%, c'est ça le corps humain. 70% d'eau. Donc je veux dire, on a un lien qui, je pense, a été perdu, oublié
avec l'eau. Et ce qui est étonnant, c'est que dès qu'on met la tête dans l'eau, n'importe qui va mettre la tête dans l'eau va réveiller des vieux réflexes que l'on a en nous, notamment la baisse du rythme cardiaque pour pouvoir tenir plus longtemps. C'est quelque chose que on fait naturellement. On a tous. Voilà. Et donc c'est un réflexe, on n'a pas à le contrôler, il se met en place de manière naturelle, autonome. Et c'est pour ça que retenir son souffle et mettre la tête sous l'eau sans vouloir battre des records, ça réveille quelque chose. On peut essayer dans la baignoire aussi. Cette nature aquatique, justement, c'est pour ça que... Alors justement, ce livre, Guillaume Néry, Nature aquatique, est sorti chez Artaud, aborde également la catastrophe environnementale à laquelle on est tous confrontés, qui est particulièrement visible en Méditerranée, ce que vous racontez. C'est un cri d'alarme aussi ? Évidemment. Un énième, j'aurais envie de dire. Pardon. Voilà, c'est un énième avec à ma manière. Moi, je suis un témoin, je suis un passeur. Et vous l'avez vraiment vu changer cette Méditerranée au fil des années, vous ? Toutes les mers et océans du monde et tous les écosystèmes ont changé. Les scientifiques, ils n'ont pas besoin de moi. On n'a pas besoin de moi pour pouvoir le voir. Mais vous l'avez constaté, vous. Mais moi aussi, je l'ai constaté. Ça se constate visuellement, mais parfois... Tout n'est pas visuel. Et c'est en ça que le problème, il est majeur. C'est que les scientifiques nous alertent avec des chiffres, mais que des fois, c'est pas forcément visible. Et malheureusement, le jour où ça sera visible, ça sera peut-être trop tard. Donc, j'utilise ma voix pour ramener ce que je ressens, ce que je peux apercevoir sous l'eau. Et je me substitue pas à la parole scientifique. J'amène un complément. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il faut que tous les univers cheminent ensemble pour pouvoir faire changer les choses. Et pas seulement que chez les auditeurs. Mais c'est le monde, on va dire, d'au-dessus. Les grands groupes, les grands multinationales, les mouvements politiques. C'est là que les choses vont se jouer. On a besoin des gens, on a besoin des actions individuelles. Elles sont indispensables. Mais elles ne sont pas suffisantes. Aux gros groupes et aux lobbies, etc. Exactement. Pour que ça bouge. Alors, vous citez justement à ce sujet aussi Stéphane Durand, sur cette volonté qu'a l'homme de maîtriser la nature, qui dit que c'était un don. Ce qui était un don est devenu un dû. Ça m'a vachement marqué. Est-ce que vous pensez tout de même que la prise de conscience humaine de son rapport à la destruction de la nature, elle est quand même en route et par exemple, quand on sait, avec le dernier rapport du GIEC, qu'il nous reste 3 ans, grosso modo, avant d'avoir épuisé la totalité de ce qu'on a à disposition sur cette planète, est-ce qu'on se dit que c'est pas un peu tard ? En combien de temps faudrait réagir, à votre avis, pour que ça bouge vraiment ? Évidemment, il faut réagir le plus vite possible. Si on considère que c'est trop tard, on jette l'éponge et puis on se laisse engloutir par ce qui va nous arriver. Est-ce qu'on aura le temps ? C'est ça plutôt la question. Je n'ai pas la réponse. Les scientifiques mettent des calendriers, ils mettent des échéances. Ils essayent de taper du poing sur la table, de crier de plus en plus fort. Le dernier rapport nous parle de 3 ans pour vraiment infléchir. 3 ans, c'est peu. C'est très peu. C'est même pas le prochain. Et comment ça se fait, à votre avis, que ça fait aussi peu de bruit finalement, parce qu'on en a un peu parlé, etc. Mais ça n'a pas l'air d'être un sujet tellement central. Je pense que c'est les racines de tout ça sont assez profondes. C'est, je pense, cette déconnexion, la suite logique de cette profonde déconnexion avec la nature qui fait que le cri d'alerte sur ce qui se passe au niveau de la nature atteigne moins le grand public parce qu'on s'en est trop déconnecté. Et peut-être que ça n'impacte pas encore vraiment notre quotidien. Et j'espère que ça va Finalement, l'apnée, pour vous, Guillaume Néry, c'est un art de vivre, en fait. C'est complètement un art de vivre. C'est parti d'une approche sportive pure. Et puis, au final, tout ce que cela a changé dans mon rapport avec le monde, dans ma perception du monde, finalement, j'ai réalisé que c'était une manière de vivre avec mon environnement qui était un peu à contre-courant d'un chemin de société. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ce moment de prise de recul où j'ai arrêté la compétition, j'ai regardé en arrière et j'ai compris plein de choses. J'ai compris que si je m'étais passionné pour l'apnée, c'était pas juste parce que j'ai découvert que j'étais bon et parce que j'étais bien dans l'eau, mais aussi parce que... Il y avait des raisons que vous aviez peut-être pas en tête à ce moment-là, mais que vous avez découvert ensuite. J'ai découvert ensuite. J'ai découvert que l'apnée me proposait un regard et une manière d'avancer dans devenir une meilleure version de soi-même ensemble, dans la coopération et non pas dans seulement la compétition et l'individualisme. J'ai appris que l'apnée, pour réussir dans cette discipline, il fallait ralentir dans un monde qui allait de plus en plus vite. Donc ça m'a amené vraiment dans une vision totalement à contre-courant. L'apnée m'a montré... Ça vous a marginalisé, mais pas vraiment, en fait. Au début, un peu. Au début, un peu, parce que dans les années 90, c'était une activité
Voilà. Avant le Grand Bleu. Non, c'était après le Grand Bleu. Mais justement, les gens connaissaient. 95, non, 88. Oh là là. Les gens connaissaient juste le Grand Bleu. Et donc on se disait, bon, c'est quoi ces mecs qui retiennent leur souffle? Mais c'est que dans le Grand Bleu qu'on voit ça. Et donc, un peu marginal. Aujourd'hui, il y a plus de 30 clubs à Paris. Il y a des clubs dans chaque département de France. C'est une activité qui fait parler d'elle. La preuve, vous m'invitez aujourd'hui. Il y a encore 15, 20 ans, c'était beaucoup plus à l'écart. Merci Guillaume Néry. C'est excellent sur Sud Radio avec notre champion du monde national d'apnée Guillaume Néry, rejoint par le compositeur innovant Jean-Marie Laud. On revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Si vous nous rejoignez, il vous reste encore une bonne demi-heure en compagnie du champion du monde d'apnée et homme engagé Guillaume Néry et du musicien, compositeur, chef de chœur et fondateur de TV On Air, Jean-Marie Laud. Bonsoir Jean-Marie Laud. Bonsoir Judith. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Jean-Marie Laud, avant de parler de vous, je voulais entrer un petit peu plus dans le cœur du sujet, de celui qui vous amène aujourd'hui, TV On Air. Alors si j'ai bien compris, c'est un studio qui produit des documentaires, magazines et fictions et tout ça en podcast. Et surtout, c'est un studio qui nous propose d'entendre les émissions qu'on voit normalement à la télé. Est-ce que c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, ça part d'un vieux rêve de quand j'étais petit. Oui. Je ne pouvais pas regarder la télé et je me disais pourquoi il n'existe pas une radio où on peut écouter la télé. Parce que vous n'aviez pas la télé, Jean-Marie Laud ? On n'avait pas la télé. D'accord. Donc je me disais... C'est une frustration de l'enfance. C'était une frustration de l'enfance. D'accord. Et je me disais, j'adorerais pouvoir écouter une émission de variété par exemple, ça peut tout à fait s'écouter. C'est vrai. Donc voilà, le temps a passé. Il se fait que je suis devenu musicien, compositeur, que j'ai beaucoup travaillé pour la télévision, et que en faisant des musiques pour la télévision, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une évolution de la télévision, enfin de la façon dont on produisait des émissions, notamment les documentaires, qui sont de plus en plus narratifs, c'est-à-dire que la voix, voilà, les voix racontent ce qu'on voit. Donc je me suis dit, il y a peut-être urgence à faire quelque chose, sachant que le podcast était en train. Alors justement, c'était ma question d'après. Le support, ce podcast, pourquoi ce support-là ? Parce que c'est quelque chose qui est en pleine expansion, c'est ça ? Alors, parce que c'est en pleine expansion d'une part, mais parce que d'autre part, il y a aujourd'hui des principes de diffusion qui sont absolument simples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez voir un producteur, comme je l'ai fait avec un certain nombre, vous leur dites, voilà, je transforme vos contenus en podcast audio. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de faire ça très très facilement. D'accord. Et de les diffuser très très facilement sur Spotify, Deezer, etc. Nous, par exemple, à Sud Radio, on a remarqué qu'effectivement, l'écoute depuis le Covid, en fait, a énormément grandi. On est extrêmement suivi de plus en plus de gens qui écoutent la radio. Je suppose que c'est un peu le même phénomène sur les podcasts. Alors, il y a le Covid et il y a quelque chose qu'a dit tout à l'heure Guillaume Néry, c'est qu'il y a une saturation d'images. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus abreuvé d'images et que ça redonne à l'audio, au son, une place qui est une place prépondérante. De véracité aussi. Ouais, de véracité, ouais, tout à fait. D'accord avec ça, Guillaume ? Complètement, je suis un grand amateur de radio et de podcast. J'en écoute beaucoup et je trouve que ça redonne un peu comme les livres de la place à l'imaginaire. Absolument. Parce qu'on peut projeter ses propres images, en fait. On se fabrique ses propres images, exactement. Tout à fait. Alors Jean-Marie Laud, je l'ai dit, chez TV On Air, vous proposez toutes sortes de styles, de contenus aussi, de sujets, de l'histoire à la santé ou à l'évasion. C'est quoi les thèmes qui marchent le mieux ? Ce qui crée le plus de buzz, en fait. Ce qui crée le plus de buzz, ce sont les crapuleries, c'est-à-dire le crime. La justice. Le crime paye. D'accord, c'est marrant. C'est là genre faites entrer l'accusé, quoi. Oui, donc vous avez fait la musique, je le précise pour les auditeurs. Tout à fait. Ouais. Et Alerte Enlèvement, par exemple, qui est une autre série de documentaires. Et là, on lance une nouvelle chaîne. Racontez-nous les émissions un peu. Qui s'appelle Fréquence Crime. D'accord. Voilà. Et donc, vous allez développer le filon, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie. Là, c'est vraiment un gros porteur en termes d'audience. Après, on a par exemple les émissions de biopic. Oui. On a par exemple Rachel Kahn qui a produit Le Divan avec Marc-Olivier Fogel. Nous ont confié les droits de diffusion du D'accord, super, Divan. bravo. Donc ça aussi, c'est quelque chose, toutes les émissions de témoignages. Oui, c'est quoi les émissions clés que vous avez, par exemple, dans les ondes d'autres ? On a ce que vous avez cité, on a, on a Des Racines et des Ailes, on a Le Divan, on a Duel, on a... qu'est-ce qu'on a encore ? Allô Docteur. Et du coup, on peut écouter nos émissions préférées en voiture aussi. Absolument, en courant, en marchant, en faisant de la natation. Ou d'autres trucs.
Ok. Et alors, est-ce que vous créez aussi du contenu sur mesure? Oui, alors justement, parce que l'autre facette de cette histoire que j'ai construite avec un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Jouy, qui est un ancien directeur de programme de France Télé et qui maintenant est producteur. C'est lui qui produit notamment cette formidable série documentaire Des trains pas comme les autres, que nous diffusons aussi en podcast. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'intégrer des projets de documentaires ou de séries documentaires via le podcast qui sont susceptibles de devenir demain des documentaires et des séries documentaires. Donc vous allez faire l'inverse, vous allez commencer par l'audio. Voilà. Absolument. C'est un peu compliqué de coller des images sur l'audio, non? Comment vous faites? Non, mais vous préfilmez dans ces cas-là? Ça veut dire que c'est en fait c'est le déjà concept, fait en complet. C'est le concept qui est proposé. Par exemple, il y a une artiste designer qui s'appelle Juliette Percheron, que vous connaissez, qui produit un podcast qui s'appelle Super Beau. D'accord. Et ce podcast, on le diffuse et ça peut devenir demain une émission de télévision qui sera sur la déco, quoi. Ouais, sur la déco, sur le design, sur les grands designers. Donc, et pourquoi, par exemple, puisqu'on parlait des grands auteurs tout à l'heure, pas commencer à se développer sur, par exemple, des livres Absolument. Toutes sortes de choses, en fait, vous pouvez faire. Tout à fait. C'est tout à fait ouvert et des adaptations aussi. Alors, il y a des adaptations de livres et il y a aussi du théâtre à écouter. Avec des comédiens qui jouent les rôles. Tout à fait. C'est vachement intéressant. Alors, Jean-Marie Laud, avec Tivian Hir, l'idée, c'est de rendre accessible à tous des contenus audio de qualité, donc de transmettre un certain savoir aussi, c'est-à-dire d'ajouter quelque chose avec plus de fond à l'ambiance actuelle. Oui, pendant que Guillaume parlait, je me disais, c'est quand même incroyable. Déjà, je m'appelle Laud, donc ça tombait plutôt bien. J'ai pas fait exprès. Et par ailleurs, lui, son élément, c'est l'eau, moi, c'est l'air, en fait, puisque moi, je fais chanter. Oui, ça vole dans l'air. C'est vraiment aller dans c'est la profondeur de l'âme qui s'exprime quand on chante. Donc, il y a quelque chose de très parallèle, je trouve, entre et lui il y a une histoire de rétention de souffle et moi il y a une histoire de donc il y a l'histoire de la respiration, c'est un lien entre les deux. Les chanteurs ont une maîtrise du souffle absolument incroyable. Cette histoire de contrôler le diaphragme, de faire partir le souffle d'en bas. Donc en fait, c'est comme si vous aviez pris des cours de chant un petit peu pour faire de l'apnée, Guillaume Néry. Alors j'ai voulu à un moment donné, et bizarrement, j'ai pas réussi à faire la bascule parce que les cordes vocales, ça va pas. Ou c'est peut-être une question de temps ou de moment, parce que parfois aussi selon le moment de notre vie, on n'a pas forcément la même capacité. D'accord. Et c'est pas forcément mécanique, c'est pas forcément les cordes vocales, puisque les cordes vocales, elles ont pas, tel que je vous entends parler, il n'y a pas de problème. Ça pourrait le faire. Faut travailler l'oreille. Vous allez m'apprendre l'apnée, puis lui, il va vous apprendre à chanter. On est content aujourd'hui. Donc, on parle de transmission, justement, on en parlait tout à l'heure. Vous transmettez énormément aussi, Jean-Marie Laud, puisque vous avez donc une chorale, Les Voisins du Dessus, puis vous avez plein de ce genre de choses que vous faites toute la journée. Vous passez votre vie à transmettre, finalement, vous aussi. Je passe ma vie à, effectivement, j'ai la chance inouïe de pouvoir... Vous l'êtes créé, la chance, quand même, on peut dire. C'est gentil, mais quand même, tous les jours, moi, je suis étonné de la possibilité que la vie m'a offerte de pouvoir vivre de la musique, de pouvoir transmettre du chant, du plaisir, parce que c'est quand même quelque chose c'est pas neutre dans l'équation. Et du partage, c'est-à-dire que en fait la musique est un prétexte, comme l'apnée est un prétexte à découvrir l'environnement, la musique est un prétexte à découvrir le monde, à découvrir l'autre, à se découvrir soi-même. Et les cultures différentes, etc. Et les cultures, bien sûr. Et vous aussi, Guillaume Néry, d'ailleurs, vous avez énormément voyagé, donc ça a été une ouverture au monde. Complètement. Enfant, je n'avais jamais pris l'avion, j'étais jamais parti de la France avant mes 16 ans, et puis l'apnée a été effectivement une excellente école de l'ouverture sur le monde. Il y a des peuples qui plongent dans le monde entier et voilà, la musique, c'est une langue internationale. Et je pense que toutes les activités, à un moment donné, on les fait. Il y a une communion qui se crée et puis il n'y a plus besoin de parler. On le vit ensemble. Vous transmettez un plaisir, vous aussi, Guillaume Néry, finalement.
C'est-à-dire en fait, c'est tellement un plaisir pour vous de faire de l'apnée que de pouvoir justement l'exporter à l'international comme ça, c'est une transmission de plaisir, quoi. De bonheur, en fait. De vision, quoi. Je crois en ce pouvoir très fort de l'élément eau à donner beaucoup de bonheur, très simple. C'est pas le bonheur, c'est pas l'effusion, c'est une espèce de joie contenue d'être bien. C'est pas forcément l'effusion, le bonheur, a priori, la passion. Ça. Jean-Marie Lot, justement, la transmission, sur cette transmission, est-ce que vous pensez que transmettre la musique, c'est aussi un levier formidable, un peu comme Guillaume, chez qui ça a déclenché une nouvelle vie, finalement, l'apnée. Est-ce que c'est un levier formidable, la musique, au changement de vie, de perception aussi? C'est un levier. Alors, par exemple, dans les activités que j'aime à rappeler, il y a une qui s'appelle Pop the Opera, que je mène qui est un projet pédagogique dans le cadre des Chorégies d'Orange. Donc, c'est 600 gamins qui chantent pendant une année scolaire complète, puis qui vont se produire ensuite sur la scène du théâtre antique. Et ça, en fait, quand vous regardez, vous avez des collèges qui sont dans des zones prioritaires, vous avez des jeunes qui sont des collégiens, des lycéens qui sont dans ce qu'on appelle les classes à horaires aménagées musique. C'est pas du tout les mêmes populations, et vous vous rendez compte que le fait qu'ils se rencontrent sur un terrain musical, ça permet aux uns et aux autres de sortir des préjugés. Et ça, c'est vraiment un outil formidable. Et par Donc ailleurs, la musique, c'est un lien social, en fait. Oui, aussi. Et par ailleurs, le chant est un endroit de décloisonnement au niveau générationnel aussi. Par exemple, les voisins du dessus, c'est un chœur dans lequel le plus jeune doit avoir 17 ans et la plus âgée a 86 ans. D'accord, donc c'est aussi intergénérationnel. C'est peut-être un peu moins le cas dans l'apnée, Guillaume. Non. Vous avez des gens vieux qui font de l'apnée jusqu'à quel âge? On peut vraiment pratiquer jusqu'à assez vieux. C'est un sport doux, il n'y a pas de traumatisme. Alors évidemment, on va plus aux mêmes profondeurs, on pousse pas dans les limites, mais vous racontez d'ailleurs la maman d'un de vos amis qui avait 50 ans, quoi, et qui était la meilleure au monde. Voilà. Moi, j'enseigne aussi, et donc j'ai eu dans mes stages des fois des personnes de plus de 60 ans qui ont eu des révélations. Qui n'avaient jamais absolument pas fait d'apnée, qui en 3 jours, avec le premier jour pas du tout à l'aise, limite sur le point d'abandonner, et puis à un moment donné, on parlait tout à l'heure de lâcher prise, d'accepter. Tout d'un coup, boum. Et puis le dernier jour, je me rappelle d'une dame de 62-63 ans, c'était en banlieue de Paris, dans une fosse, une piscine qui descendait à 20 mètres. Et je l'ai emmenée avec moi, elle était à 20 mètres, elle s'est posée en bas, elle m'a regardé, elle m'a fait une espèce de grand signe de joie, elle a pris son temps, elle est restée presque 2 minutes sous l'eau, descendant à 20 mètres. Complètement hallucinant. Ça m'impressionne vachement, moi. Et pour moi, ça c'est vraiment la preuve que c'est une activité qui est ouverte absolument à tout le monde, et je vous jure qu'il y a eu en 3 jours une métamorphose de son visage, une métamorphose c'est comme si elle avait eu une expérience de vie initiatique. Et voilà, ça s'est passé à 62, 63 ans. C'est assez génial d'être à l'origine d'un truc comme ça. Et vous, Jean-Marie Lot, il y a aussi des gens qui se révèlent en fait avec le chant dans le choral et tout, qui étaient pas du tout, auquel vous auriez pas forcément pensé au départ, on peut dire ça comme ça. Oui, puis en fait le chant, c'est un phénomène vibratoire. Et parfois, il y a des sortes il se passe des choses qui ramènent à éventuellement des blessures d'enfance ou des mémoires qui se réveillent en chantant. Et ça les soigne. Et ça, en tout cas, ça crée des phénomènes qui sont assez proches de ce que décrit Guillaume, c'est-à-dire que vous sortez d'un moment choral et vous voyez des gens qui se sont transformés en l'espace de physiquement aussi sur le visage. Oui, sur le visage, sur la posture. Oui, la posture, exactement. Oui. Parce que le chant, c'est la colonne d'air aussi, en fait. C'est la verticalité, oui. C'est le lien entre le... On est médium de l'énergie entre le ciel et la terre, en fait, exactement, quand on chante. Tout à fait. Et alors, quand on fait de l'apnée, on est au médium d'une énergie liquide, en fait. C'est ça? Comment on pourrait la décrire, cette énergie? Oui, pour moi, je vois l'élément eau comme l'élément qui permet une forme de fluidité. Et il y a des sons aussi dans l'eau, d'ailleurs. Tout à fait, le son qui voyage beaucoup plus vite. Il y a des sons incroyables, les sons des baleines, etc., qui sont très puissants. Et moi, ce que j'ai remarqué, dans les changements chez certaines personnes au niveau des postures, ce sont souvent des métamorphoses de la rigidité vers la fluidité. Absolument. Et je reste persuadé que on peut mieux traverser
le quotidien, les épreuves du quotidien, si on a une certaine fluidité. La rigidité, pour moi, c'est l'image du roseau et du chêne. Ouais. Quand on est rigide, à un moment donné, ça casse, on se blesse, on se fait mal. Cette idée d'arriver à suivre le mouvement, de suivre le courant, à mon avis, on peut mieux traverser les épreuves. Alors, ça n'a rien à voir, mais j'ai une question qui me vient, Jean-Marie Le, parce j'ai parlé de son fractal au départ. Oui. Je voulais que vous donniez les explications. En fait, c'est le son diphonique, en fait. En fait, on peut chanter en ayant plusieurs notes harmoniques qui se dégagent. Et en fait, quand on chante en collectif, cette fraction d'harmonie se démultiplie. Voilà. Donc il y a des voix aussi qui font ça dans certaines cultures, c'est ça, en Inde ou dans des pays comme ça, ils arrivent à faire deux sons en même temps. Même plus que deux sons. Et comment on fait ça on le techniquement, fait, physiquement, c'est... En fait, donc c'est une histoire de respiration et c'est une histoire de faire fonctionner les résonateurs, c'est-à-dire d'aller chercher les résonateurs qu'on a. Donc c'est une technique qu'on pourrait tous faire aussi, en fait. Ah oui, absolument. C'est assez impressionnant. Il faut d'abord trouver la bonne respiration et effectivement, ça c'est un premier pas. Et ensuite, on a tous des capacités insoupçonnées. Donc en fait, chers auditeurs, apprenez que vous pouvez chanter en fractal et faire de l'apnée. J'adore l'idée. Bravo. On est bien sur Sud Radio et vous y êtes bien aussi avec l'homme aquatique et champion d'apnée Guillaume Néry et l'homme qui respire pour sa part beaucoup de musique, Jean-Marie Le. Restez là, nous on revient tout de suite. Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans, présente... Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est la dernière partie de votre émission. C'est excellent, l'endroit de partage de ceux qui dévouent leur vie à l'excellence. Ce soir, on crée le lien entre l'apnée et la musique grâce à mes deux invités, les excellents Guillaume Néry, apnéiste de haut vol, et Jean-Marie Le, compositeur et entrepreneur engagé. Jean-Marie Le, on a envie d'en savoir un peu plus sur vous, du coup. Comment est-ce que vous êtes tombé dans la potion musique ? En fait, j'ai grandi dans une famille pour qui tous les loisirs étaient du superflu, et moi j'avais beaucoup de désir de faire plein de trucs, mais qui se heurtaient à une forme d'opposition de mes chers parents. Mais la musique est la seule chose sur laquelle je les ai harcelés. À partir de quel âge ? À partir de 13 ans, 12-13 ans. Et vous saviez déjà avant ou ça vous est venu comment ? Ça m'est venu parce que j'ai senti de manière très forte qu'il fallait absolument que j'obtienne l'inscription au conservatoire et que je n'en ai pas eu une conscience aussi formelle, mais j'ai vraiment senti que c'était un enjeu, quoi. Et du coup, vous avez fait le conservatoire ? Et du coup, j'ai fait le conservatoire de quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait en guitare classique. D'accord. Voilà. Donc et là j'ai rencontré deux professeurs qui ont changé ma vie, parce que l'un qui faisait des séances d'enregistrement avec tous les artistes, toutes les musiques de films, et qui me racontait ça. Enfin, j'avais l'impression qu'il ne parlait qu'à moi. Enfin, on avait un lien vraiment très fort. Et puis mon prof de guitare. C'est des mentors, quoi. Ouais, vraiment. On en a besoin sur le chemin. Ah ouais. Et puis après. Je peux témoigner aussi. C'est ça. Ouais. Et puis une fois que je suis arrivé à devoir gagner ma vie, j'ai fait plein de petits boulots, puis j'ai continué à harceler tous les gens que je pouvais harceler pour dire que ils avaient absolument besoin de moi pour des chansons, pour des musiques. Puis un jour, quelqu'un dit on a absolument besoin de toi. Et puis ça a commencé à s'ouvrir. Comme quoi, faut pas lâcher, quoi. Ah là, en l'occurrence. Vous avez mis combien de temps ? Je peux dire que, en fait, la première rencontre déterminante, ça a dû être à 23-24 ans. Et il y a eu Marie Laforêt qui a été une grande rencontre, une première rencontre. Oui, c'est pas mal, Marie Laforêt. Et puis, avec TF1, j'ai commencé à faire des trucs à 24-25. Donc, c'est une histoire de rencontre, beaucoup. Oui. C'est une histoire d'intelligence, de désir et de stratégie, un petit peu quand même, non ? Oui, sans doute. Oui, bien sûr, forcément. Il faut être motivé par sa passion, quoi. Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'on est guidé aussi par. Je pense qu'on a des intuitions, on a des forces qui nous entourent. Au passage, j'ai connu récemment mes origines et j'ai donc appris
comment la musique était importante dans mes origines, non pas adoptives, mais... D'accord, vous êtes un enfant adopté, Jean-Marie. Oui, voilà. Et il se trouve que la musique... Votre famille d'origine est très présente, est très musicienne. Très musicienne. Donc voilà, il y a aussi tout ça, vous l'avez appris il n'y a pas longtemps. En 2019. Ouais. Ah d'accord, c'est tout frais, quoi. Voilà. Okay. Et donc du coup... Et alors cette rencontre ? C'est une renaissance aussi. Oui, c'est une renaissance, absolument. Ouais. Absolument. C'est beau ce que vous racontez. Voilà. Guillaume Néry, pour vous non plus, c'était pas une évidence toute tracée finalement. Donc c'est quoi ? C'est le moteur, c'est ça ? C'est la passion tout d'un coup qui est insoupçonnée et puis qui se déclenche du jour au lendemain ? Oui, mais c'est drôle, ça fait vraiment écho avec ce que raconte Jean-Marie. Moi, c'était à 14 ans et moi j'étais le petit enfant sage, le petit enfant modèle avec plein de rêves, plein de passions. Mais à un moment donné... peut-être un petit peu étouffé par une espèce de volonté des parents de prendre un chemin très sécuritaire. Mais là, quand l'apnée est arrivée à débarquer dans ma vie, effectivement, là, il y a une espèce de vague qui n'ont pas pu arrêter, et je les ai harcelés aussi. Je les ai harcelés, et à un moment donné, face à leur refus, j'ai arrêté de leur parler. Et un truc que j'avais jamais fait. D'accord. Vraiment, j'ai jamais été dans le délire. Vous les avez harcelés combien de temps avant d'arrêter de leur parler ? Je me rappelle plus, mais ça a duré des semaines. Mais non, mais qu'est-ce que tu vas faire ça ? Encore aujourd'hui, ça va parce qu'on en entend parler. Quand même, vous êtes champion du monde. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un enfant, un ado qui voudrait faire de l'apnée, on entend parler, on peut voir des images partout. Là, à l'époque, c'était mais c'est quoi ce truc ? Mais comment tu vas faire ça ? Et nous, on veut pas que tu t'arrêtes de respirer. Oui, je peux le comprendre. Je suis papa, donc je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais cette espèce de volonté qui dépasse tout, effectivement, c'est fort. Et ça rien ni personne n'a pu faire quoi que ce soit. Mais finalement, dans les routes d'excellence, c'est que ça. C'est que de l'engagement, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marie ? Je pense que... L'excellence, c'est de l'engagement, quoi, en fait, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous dépasse aussi. C'est plus fort que nous. C'est la définition du surmoi. Oui, c'est vrai. Mais, voilà. Ce qui est vraiment important pour moi de rappeler, tout à l'heure, Jean-Marie disait la chance. Je pense qu'il est important de pas faire passer le mauvais message que si vraiment on a la volonté à tout prix d'y arriver, que ça va forcément marcher. Il y a une part, il faut savoir la reconnaître. Il faut pouvoir se tromper aussi et pas y arriver des fois. Il faut y arriver et arriver vraiment à ce que l'on veut, c'est aussi avoir la chance que l'on provoque. Évidemment, on se donne les moyens de la provoquer. Mais il y a une part de chance. Et ça n'empêche pas de vouloir viser l'excellence. Mais il ne faut pas s'enfermer dans cette idée. Je vous vois acquiescer, Jean-Marie Lo. Vous êtes pour la chance, vous ? Parce que moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, après, c'est chacun son truc. Mais la chance, c'est pas forcément que du hasard. Non, mais... Il y a des choses qu'on ne décide pas quand même, des chemins des êtres qu'on croise, et c'est tout à fait fortuit. Après, ce qu'on en fait, je suis bien d'accord, c'est pas de la chance, mais le télescopage entre deux êtres qui vont à un moment donné compter l'un pour l'autre professionnellement ou autre d'ailleurs, ça peut être une bénédiction, et parfois une malédiction. Oui, il y a une part de hasard pour moi qui rend absolument toute cette aventure de la vie magique. Si elle n'était pas là, finalement, on pourrait décider de tout et tout serait prédestiné et tout serait tracé. Et donc, à nous de savoir quoi faire de cette part de hasard, de ces rencontres. Il y a une part d'intuition et... Est-ce que le talent, ça existe, du coup ? Oui, je pense, oui. Ouais. Oui. Vous pensez aussi, Jean-Marie Lo ? Oui, bien sûr. Donc c'est pas uniquement le travail, en fait. C'est les talents. En fait. C'est ça. Ouais. On peut avoir plusieurs talents. Il y a des gens qui ont un talent de musicien, mais qui sont incapables de se vendre. Ou même sans parler de se vendre, qui sont incapables d'oser se dire qu'ils ont une valeur et que bon, on va essayer de le faire savoir. Il faut savoir se marketer, quoi. Si vous voulez excusez-moi pour le terme utiliser ce terme. Jean-Marie Lo, juste avant de monter TV On Air, on change un peu de sujet dont on a parlé. Vous avez fait moult choses, dont notamment, on l'a dit, les designs sonores de plus de 200 programmes télé, du sound design pour des expositions et événements, puis de la chorale, vous êtes chef de chœur, etc. Vous avez une pratique préférée ou c'est toujours la même chose pour vous ? Tout ce qui se relie à la musique, finalement, ça part de la même impulsion. Alors oui, ça part de la même impulsion, mais c'est
pas toujours de la même nature, c'est-à-dire que c'est vrai que quand je fais TV on Air, c'est bien sûr relié au son et à mon amour de la radio, du podcast et voilà, mais on est plus dans une démarche, là pour le coup, de stratégie, d'éditorialisation, etc. C'est un autre cerveau qui se met en marche. Là, j'ai pas besoin de faire de la musique vraiment. Et puis mais c'est toujours lié, quoi. Ouais, c'est toujours lié. C'est toujours lié, oui. Guillaume Néry, pareil. Est-ce que finalement tout ce que vous faites, c'est imprimé de cette volonté, en fait, toujours, hein, pareil, de l'apnée. C'est-à-dire que est-ce que vous avez je sais pas comment on dit, stratégie. J'arrive pas, on va pas le trouver le mot. Vous avez compris, les auditeurs. Est-ce que vous avez fait ça? Vous avez fait de la stratégie, vous, pour y arriver à un moment donné? Non, je sais pas si on peut parler de stratégie. Quand on va être champion du monde, quand même, il y a une stratégie pour y arriver, non? Oui, une stratégie, mais il y a rien de stratégie. Pour moi, ça convoque quelque chose de très machiavélique. C'est ça, c'est trop négatif. Il y a une volonté à toute épreuve d'y arriver, de réussir. Quelque chose que je n'aurais pas pu réussir seul, donc je dois beaucoup. On parlait tout à l'heure des mentors. Moi, mes mentors ont été très importants pour pouvoir canaliser, guider une volonté. Parfois, quand on a une volonté et qu'on a entre 15 et 20 ans, on a du mal à l'orienter correctement. Et parfois, il faut la sagesse de ceux qui ont plus d'expérience. Et je sais pas si on peut parler de stratégie. Bien sûr, quand je revois le chemin en arrière, je vois le chemin. Mais je pouvais pas. J'avais un idéal, on va dire, effectivement. Et puis après, on passe les étapes les unes après les autres. Alors, on arrive à la dernière question de cette émission. Il nous reste 3 minutes 25, chers auditeurs. On va commencer par vous, Jean-Marie Lo. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Qu'est-ce que je dirais à l'enfant que j'étais? Je lui dirais fais-toi confiance, n'aie pas peur. Voilà. Vous aviez peur quand vous étiez petit? Ouais, je pense que j'étais dans une timidité, des empêchements, quoi, un truc. Je savais pas, j'avais pas les outils que je sais qui existent aujourd'hui, et donc voilà, je pense que j'ai des enfants, donc Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, et puis je vois bien, j'ai 2 grands enfants, je vois bien qu'ils vont plus vite que moi au même âge, et c'est tant mieux, quoi, parce que franchement, moi, elles accélèrent, les générations, Jean-Marie Lo. Oui, mais les générations, et puis parce que je pense que le fait d'avoir en tête que, ok, vas-y, il peut rien t'arriver de trop grave, ça aide quand même. Puis ça, on se trompe encore réussi aussi. Guillaume Néry, qu'est-ce que vous lui diriez, vous, à l'enfant que vous étiez? Je lui dirais tout est possible. Ouais. Parce que vraiment. Vous pensiez que c'était pas possible quand vous étiez petit? Parce que j'ai l'impression qu'on a un peu le même profil. J'étais timide aussi. J'ai pas fait exprès du tout, hein, je vous promets. Un peu introverti, un peu timide, et des rêves d'une force plein la tête, mais peut-être que je n'osais pas assez. Je croyais peut-être pas assez en moi pour pouvoir leur laisser une chance d'exister. De soi. Ben pour moi, ça a été la découverte de l'apnée qui m'a permis ça. Donc, d'apprendre à vous aimer. D'apprendre apprendre à gagner la confiance. Et quand on a une certaine forme de confiance en soi, c'est le premier chemin pour apprendre à s'aimer, ouais. Donc c'est le chemin vers l'excellence, c'est quoi? C'est l'amour, en fait? L'amour, c'est l'universel. Vous êtes d'accord? Bien joué. Et ça sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci vraiment pour cette venue, cette jolie émission. C'était excellent, les amis. Je rappelle pour tous que le très très bon livre de Guillaume Néry, Nature aquatique, sorti chez Artaud, est disponible chez tous les bons dealers, évidemment, et que vous pouvez retrouver tous les contenus audio et podcasts de la TV on Air de Jean-Marie Lo sur www.tvonear.com. Un gros bisou à vous qui m'écoutez tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Un grand merci à Lucille Montier qui réalise l'émission pour vous ce soir. À Antoine Mazer, la jeune pousse, autrement surnommé le Mbappé de la rédaction de Sud Radio. Et à Méloane Rock. Vous pourrez réécouter cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, sur sudradio.fr, YouTube et les réseaux sociaux. Et puis je vous fais un gros bisou, les copains, et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Shiva, le spécialiste du ménage et repassage à domicile depuis 20 ans.